Alors, notre dernier jam. Alors, c'est pas grave, je vais le diffuser comme ça, pas de problème. Je suis à vous, hop, juste le temps de vous montrer ça, je peux partager, présenter maintenant. Voilà, normalement vous avez tous à l'écran. Donc, on reprend toutes les formes juridiques que l'on avait vues. EI, entreprise individuelle, EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, SNC, société en nom collectif, SARL, société à responsabilité limitée, EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, SAS, société par action simplifiée, SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, SA, société anonyme. Tous ces acronymes, d'accord, tous ces acronymes que je viens de vous citer, il faut les connaître, ils sont dans votre cours. D'accord. Je ne les ai pas repris là parce qu'on en a déjà discuté. Maintenant, on peut. Alors, vous pouvez, dans une copie, utiliser le terme de IRL, vous pouvez utiliser le terme de SARL, de URL, sans aucun souci. D'accord. On avait donc, nous, vu les notions d'associés. Je vais simplement ici rajouter que c'est 2 au minimum et 99 au maximum. Ça, c'est ce qu'on avait fait lors de notre dernier cours. On est arrivé juste à cette première colonne. Parlons du capital. Le capital, euh, il est formé à la création de la société, il est formé par les associés. Les associés sont obligés de mettre de l'argent sur la table pour pouvoir créer leur société dans certains cas. Vous voyez que pour les 3 premières formes, où il n'y a pas de création de personne morale d'ailleurs, il n'y a pas de capital, il n'y a pas de notion de capital. De toute façon, ça n'existe pas. Je vous ai marqué zéro, c'est pas zéro, ça n'existe pas. Il n'y a pas la notion de capital dans une entreprise individuelle, à responsabilité limitée ou dans une société en nom collectif. Ça n'existe pas. Par contre, pour toutes les autres sociétés, celles qui provoquent ou qui induisent la création d'une personnalité morale, il y a la constitution obligatoire d'un capital. Ce capital, il est tout petit, minimum, il a été réduit à sa plus stricte expression, puisqu'aujourd'hui, le capital est de 1 euro pour l'ensemble des sociétés, sauf pour la SA, où il est de 37 000 euros. Ce capital, c'est en fait une chose qui dit, voilà, je mets 1 euro et la société m'appartient à 100%. Si on est deux et qu'on met 100 euros chacun, on aura donc 50% de la société chacun. Donc, en général, nous, on va retenir ça, il existe quelques exceptions, mais en général, on détient des parts de la société, on détient des morceaux de la société que l'on a créée, de cette nouvelle personnalité morale, en fonction du capital que l'on a apporté et de la répartition quand il y a plusieurs associés. Et cela de façon proportionnelle, c'est-à-dire que deux personnes créent une société, une première personne apporte 4 000 euros, une autre personne apporte 6 000 euros. Le capital total de la société étant bien sûr de 10 000 euros, 6 000 plus 4 000. Chacun des deux associés va être propriétaire d'un morceau de la société à hauteur du capital qu'il aura apporté au départ. C'est-à-dire que celui qui a apporté 4 000 sur les 10 000 aura 40% de la société et celui qui aura apporté 6 000 aura 60% de la société.
Ces morceaux de société que chacun va récupérer en échange du capital qu'il a apporté portent un nom. D'accord? Dans les structures de type SARL ou EURL, cela s'appelle des parts sociales. Donc, vous allez recevoir un certain nombre de parts sociales à hauteur du capital que vous avez apporté. Dans les sociétés de type SAS, SASU et SA, ça s'appelle des actions. Vous avez certainement entendu parler d'actions. Ça s'appelle des actions. Ce sont donc simplement des petits morceaux de la société que vous avez créés ou que vous avez achetés. Excusez-moi, c'est dans lesquels que vous avez dit qu'on appelait ça des parts sociales? SARL et EURL. Ça s'appelle des parts sociales. Dans la SAS, SASU, SA, ça s'appelle des actions. Après, si vous parlez d'action pour une SARL, on ne va pas trop vous sanctionner à votre niveau. D'accord? Alors, c'est mieux d'utiliser le bon terme, évidemment, mais moi, si je vois que dans une SARL, la répartition des actions se fait à hauteur du montant du capital qui a été déposé, je ne sanctionne pas le fait qu'on ait utilisé le mot action, parce que ça représente exactement la même chose, c'est simplement un problème de vocabulaire. Ces actions ou parts sociales vous donnent des droits. Elles vous donnent 2 droits. Est-ce que vous avez une idée des droits qu'un associé possède à partir du moment où il détient des parts sociales d'une société, ou à partir du moment le droit de les revendre vit? Selon les parts qu'il a, il doit avoir droit à prendre des décisions, non, dans la société? Exactement, voilà. Alors, je ne sais pas qui vient de le dire, mais je le lis aussi. Delphine. D'accord, Delphine. Voilà, c'est ce qu'on appelle des droits politiques. C'est un droit de vote. C'est un droit de participer aux décisions qui seront prises, qui seront proposées lors des assemblées générales. C'est-à-dire que demain, par exemple, si vous êtes associé, 3-4 associés d'une SARL, et que pendant l'Assemblée générale, donc la réunion de tous les associés qui a lieu au moins au minimum une fois par an, je ne sais pas moi, l'un des associés propose l'achat d'un bâtiment pour pouvoir exploiter votre activité, que ce type de décision ne peut se prendre que grâce à la majorité des associés, ben vous allez avoir un droit de vote, bien sûr, proportionnellement au pourcentage que vous détenez en termes de part sociale. D'accord? Donc, ce qui veut dire clairement que plus vous détenez de part sociale, plus votre pouvoir est important en termes de droit de vote. Quelqu'un qui possède 60% des droits de vote, il a la majorité. Donc, toutes les décisions seront soumises à son approbation ou non. D'accord? Voilà pour le premier droit que l'on reconnaît à celui qui détient une action ou une part sociale. Quel est le deuxième droit? À quoi il a le droit? Il peut aussi racheter des parts sociales de son associé, oui, mais ça, moi aussi, je peux les racheter. N'importe qui peut les racheter. Il va toucher de l'argent, non, sur les Exactement. bénéfices? Il a un droit au bénéfice. Il peut se verser plus. Il a un droit au bénéfice, exactement. Et ce droit au bénéfice, eh ben, c'est pareil, il est proportionnel aux parts sociales qu'il détient, au pourcentage de parts sociales. Donc la SARL, dans laquelle j'ai mes 2 associés là, un qui possède 40% des parts, un qui possède 60% des parts. D'abord, en termes de droit de vote, en termes de décision, celui qui possède 60% des parts, il a beaucoup plus de poids que celui qui possède 40% des parts, évidemment. Mais aussi, si la société a réalisé 100 000 euros de bénéfices, ben celui qui possède 60% des parts va récupérer 60% du bénéfice, et celui qui détient 40% des parts, évidemment, il va récupérer 40% du bénéfice. Mais du coup, ça veut dire qu'il va aussi perdre plus s'il y a perte? S'il y a une obligation de participation aux pertes, évidemment, il participera aux pertes à hauteur du pourcentage d'actions qu'il possède. Mais n'oubliez pas que dans le type SARL, EURL, quand il y a des pertes, en général, la société ferme et c'est tout, basta, on n'en parle pas, puisqu'il y a une séparation des patrimoines. Et que le capital, c'est la seule chose que l'on peut perdre quand la société ferme. Alors, votre réflexion, elle est tout à fait bonne. Les abréviations, je finis sur le capital et évidemment, je vais vous dire ce que ça veut dire. C'était plus une question, en fait, au niveau des pertes. Je ne savais pas ce qui se passait. Alors,
on a dit, hein, comment ça se passe quand une société a des pertes? Comment ça se passe? Donc, il y a deux solutions. Soit la société, soit la société décide d'arrêter parce qu'il n'y a pas de vision à long terme. D'accord? Le marché il est un peu pourri, on a perdu trop pour pouvoir se rattraper. Soit la société donc, voilà, n'a pas de vision d'avenir. Donc, comment ça se passe? La société va saisir, le représentant de la société, bien sûr, va saisir le tribunal de commerce et va dire, voilà, nous, on veut arrêter parce qu'on a trop de pertes, on ne sait plus payer nos fournisseurs, on ne sait plus payer les impôts, on ne sait plus payer les salariés, on a trop de pertes, on a trop de dettes et on n'a pas de perspective. Enfin, d'abord, il va dire, on a trop de dettes. Le tribunal va dire, est-ce qu'il y a moyen de continuer ou pas, de rattraper le coup ou pas? Malheureusement, non. On n'a pas de perspective, on n'a plus de contrat, c'est la merde. Enfin, voilà, on veut arrêter, c'est tout. À ce moment-là, on va chiffrer les pertes, on va chiffrer les dettes, on va vendre ce que l'entreprise possède, l'entreprise possède, et puis éventuellement, on va payer une partie des dettes. Alors généralement, il y a une toute petite partie des dettes qui peut être payée grâce à la vente des actifs de la société, et puis le reste, on va dire aux associés, bon, on va prendre le capital que vous avez versé, et puis c'est tout, basta, on arrête là. C'est-à-dire que mes deux gus là, qui avaient créé une SARL avec 6 000 et 4 000, si la SARL va mal, imaginons que la SARL, à un moment donné, va mal et a 100 000 euros de dette. Et qu'elle ne pourra jamais payer cette dette-là, ces dettes-là. Donc le gérant de la société part au tribunal et dit, bah voilà, moi j'ai un souci, monsieur, j'ai plein de dettes et je veux donc déposer le bilan. C'est l'expression. Le président du tribunal dit, bah, il y a moyen de rattraper ou pas? Non, non, il n'y a pas moyen de rattraper. Bon, ok, je mets votre société en liquidation. C'est-à-dire que quelqu'un va s'occuper pour tout fermer. Cette personne, le liquidateur, va vendre ce que l'entreprise possède et va récupérer 10 000 euros. Il va payer donc 10 000 euros de 100 000 euros de dette. Ensuite, il va prendre le capital que les associés avaient déjà versé à la société. Et puis, il va leur dire merci, au revoir, messieurs. Séparation de patrimoine, protection de vos intérêts personnels, on ne peut rien vous faire. Voilà comment ça se Et passe. si ça ne couvre pas tout, qui est-ce qui va payer les Personne, dettes? personne. Donc les fournisseurs, ils ne sont pas payés, ça s'arrête là en fait. Du coup. Exactement. Ça s'arrête là. Oui. Okay. Exactement. Alors, bien sûr, il existe. Alors, il n'y a qu'une personne qui sera payée, il y a qu'une personne qui sera tout le temps payée. Quand une société ferme et est en liquidation, il n'y a qu'une seule personne à qui on doit de l'argent qui sera payée. Même pas l'État, Odd. Non plus, encore moins. C'est les derniers à être payés, les banquiers. À votre avis? Non plus. Les clients vont être peut-être Non. Ah, les recevoir leur clients, commande. on ne leur doit pas d'argent, a priori, normalement, clients. Pas les Ouais, mais fournisseurs. si on s'est engagé. Voilà, exactement, les salariés. Si vous êtes un salarié d'une société qui dépose le bilan, d'accord, qui a donc est liquidé, et qu'il n'y a, on va payer, on va vendre les actifs, comme je vous l'ai dit, on va vendre le stock, les bâtiments, les machines, etc. On va récupérer l'argent pour payer les dettes. Et on va payer dans cet ordre-là. Les salaires en retard avant tout. Ensuite, l'État. Ensuite, les fournisseurs. Ensuite, les banquiers. Donc vous voyez l'ordre. Et cet ordre, il est déterminé. Voilà, on ne peut pas faire autrement. De façon générale. On ne peut pas faire autrement. Donc, s'il y a suffisamment d'argent pour payer les salariés, on paye les salariés. S'il reste un peu d'argent, on paye l'État, vos impôts, les charges sociales, etc. S'il reste, on paye les fournisseurs. S'il reste, on paye les banquiers. Mais en général, vous pensez bien que si tout le monde pouvait être payé, l'entreprise ne déposerait pas le bilan. Donc en général, il y a à peine suffisamment d'argent pour payer les salariés. Malgré tout, pour les salariés qui n'auraient pas été payés parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent issu de la vente des actifs de l'entreprise, il y a une sorte d'assurance, d'accord, qui s'appelle le FNGS, le Fonds national de garantie des salaires, qui prendra le relais et qui viendra payer les salaires des salariés qui n'auraient pas été payés de par la liquidation des actifs. Et les autres, par contre, c'est tout, on n'en parle plus. Basta, c'est tout. Les impôts, ils vont s'asseoir sur leurs dettes, les fournisseurs, ils s'assiedent dessus, et les banques, ils s'assiedent dessus aussi. D'accord?
Ça, c'est le cas général. Parce que vous êtes protégé. Vous, personnellement, l'entrepreneur, les associés qui ont créé cette SARL sont protégés de par la création de cette personne morale. Tout découle du premier cours qu'on a vu et de la première notion que j'essayais de vous faire comprendre. Oui, Quentin, dites-moi. Est-ce que quelqu'un qui dépose le bilan comme ça, du coup, d'une propriétaire d'une SARL, il peut rouvrir dans l'immédiat une autre entreprise? Il n'y a rien qui ne l'empêche. D'accord. Sous condition, bien sûr, qu'il n'ait pas détourné d'argent, fait de fautes. Voilà. On est bien d'accord que ici, je vous parle des cas d'une société voilà, qui a fait des mauvaises affaires, c'est tout. Basta. Évidemment, si le dirigeant, il a piqué la moitié de la caisse, il a fait des faux, etc., évidemment qu'il sera condamné. C'est Oui. inévitable. D'accord. C'est comme si vous faisiez un faux, vous êtes salarié, vous faites un faux chèque ou j'en sais rien. Bon, bah, vous êtes condamné, c'est tout. Bah, ça, et dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le dirigeant ou les autres associés, ils encourent éventuellement des peines personnelles, même des peines pécuniaires. Hein. Ils peuvent contribuer au paiement du passif de la société si ils ont fait des fautes. Mais dans le cadre d'une gestion, des fautes, pas des erreurs de gestion. D'accord. Imaginons, j'ai acheté quelque chose 1000 euros que je pensais revendre 10 000 euros, et puis finalement, ce truc que j'ai acheté 1000 euros, j'arriverai jamais à le revendre. Bah, je suis un mauvais, c'est tout. Ça, je suis pas bon. Dans mon métier, je suis pas bon. D'accord. C'est pas une faute de gestion qui est répréhensible, mais c'est une erreur. Et là, on ne pourrait pas me condamner pour ça. On pourra pas, en tout cas, m'interdire de réouvrir une société. Par contre, si effectivement j'ai euh, fait des fautes de gestion, j'ai détourné de l'argent, j'ai trop attendu avant de déposer le bilan, j'ai fait des faux, enfin voilà, j'ai pas eu une attitude normale. À ce moment-là, évidemment, je peux être condamné à ne plus pouvoir ouvrir de société pendant 5 ans. D'accord. D'accord. Alors, je vais regarder les autres petites questions, puisque c'est quand même des choses relativement intéressantes. Alors, en fait, on pourrait monter une entreprise si ça nous chante et se dire que ce n'est pas grave si elle croule, puisque de toute façon, après, je pourrais en remonter une. Bah, quelque part, oui, Vincent, quelque part. Alors, évidemment, vous allez perdre un peu d'argent, puisque n'oubliez pas que vous avez mis un capital au départ. D'accord. Euh, du coup, donc, oui, vous pourriez faire ça. Rien ne vous l'interdit et vous ne seriez pas condamné. Vous décidez de monter une entreprise de bâtiment, vous n'y connaissez rien en bâtiment, mais vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, évidemment. Vous avez une assurance décennale, puisque c'est obligatoire pour les entreprises de bâtiment. Vous avez géré votre société, vous avez vendu des trucs, malheureusement, vous les avez vendus à perte parce que vous ne savez pas compter vos sous. Euh, à la fin, vous fermez avec un certain nombre de dettes, bah, c'est tout. Le lendemain, vous réouvrez une entreprise euh, de vente de produits X ou Y, peu importe. C'est pas un souci. En sachant, bien sûr, qu'on va évidemment regarder si vous n'avez pas fait de faute. Et il se peut très bien que vous n'en ayez pas fait. Et c'est en beaucoup de cas. Alors, face à cette protection que vous avez, euh, alors je vois qu'il y a, alors du coup, alors je vais prendre les questions plutôt. Quel intérêt du coup de créer une EURL autant créer une SRL? Bah, l'EIRL, il n'y a pas de création de personne morale, mais il y a séparation du patrimoine. Donc en cas de problème, ce que moi j'essaie de vous montrer, c'est qu'il faut se protéger. Hein. En cas de problème, seul le patrimoine professionnel peut être vendu pour payer les dettes. Donc on est protégé. La SARL, on est protégé aussi, puisque c'est exactement la même chose, sauf que là, vous perdez le capital en plus que vous avez mis au départ. Bon, voilà. Ensuite, voilà, Delphine nous dit, oui, mais tu perds quand même un peu d'argent puisque tu as investi. Oui, évidemment. Évidemment, le capital que vous allez mettre au départ, si il y a trop de dettes, vous ne le récupérez pas. J'ai quelques problèmes dessus, donc je ne vais expliquer. Mais pourquoi est-ce que le capital d'une SA est de 37 000 euros? Bah, c'est la loi, c'est comme ça. Pourquoi les autres c'est 1 euro? Ça a été descendu pour pouvoir avoir un accès plus important, mais on a estimé que la SA est une entreprise qui nécessite un capital plus important. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas s'il y a vraiment une explication à ce capital de 37. Pourquoi 37, pas 15, pas 40? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire.
Et pourquoi, Aude, elle parle de fichier de Banque de France si on n'engage pas notre patrimoine, enfin. Alors, je vais vous parler du problème des banques. Quand vous allez créer votre entreprise, évidemment, je vous ai dit que le banquier, il était le dernier à être payé quand l'entreprise avait des soucis. D'accord? Donc le banquier, il n'est pas bête, il le sait, ça. D'accord? Il le sait. Euh, donc lui, il va chercher une parade pour passer devant les autres. Ou pour dire que ce n'est pas l'entreprise, mais c'est vous-même perso qui devez l'argent quand l'entreprise aura une défaillance. Donc, qu'est-ce qu'il va vous demander? Et ils le font souvent. Alors, il faut bien sûr refuser, il faut trouver d'autres systèmes. Mais qu'est-ce que le banquier va faire quand vous, au nom de l'entreprise, vous allez lui demander un emprunt? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment le banquier peut se Tu protéger? peux demander des garanties, non? Des cautions, des Exactement. garanties. Il va prendre ce qu'on appelle des sûretés, des garanties, des cautions. D'accord. Donc, il va vous dire, monsieur, ok, je veux bien vous prêter 20 000 euros pour votre entreprise. Je veux bien le prêter à l'entreprise. C'est l'entreprise donc qui me remboursera. Mais j'aimerais que vous soyez caution personnelle. Ce qui veut dire que si l'entreprise ne paye pas, c'est vous qui payerez personnellement. Et là, par contre, on s'engage personnellement et on engage son patrimoine. À partir de là, ce qu'il faut, c'est dire non, monsieur le banquier, je ne veux pas m'engager personnellement. Le banquier va vous dire, bah oui, mais monsieur, pourquoi moi je prendrais des risques et vous, personnellement, vous n'en prenez pas? Voilà, il va falloir trouver des réponses. Alors les réponses, on les a en partie. D'abord, par le fait que vous ayez mis un capital et que ce capital, il vous engage, puisque vous risquez de le perdre. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de trouver quelqu'un, trouver un organisme qui se portera caution pour vous. Il existe des organismes qui disent bah, nous, on a étudié le projet, ça serait con de lui refuser le financement parce que tout ça, parce que monsieur, il veut pas se porter caution perso. Parce que c'est normal, il entend se protéger, protéger sa famille, etc. Donc, bah, nous, on a étudié son dossier et on trouve que son idée, elle est top, que ce mec, il a vraiment de l'or dans les mains et que son entreprise va réussir. Donc, on va se porter caution à sa place. Donc, ces organismes sont généralement des organismes d'aide à la création d'entreprises, d'accord. Je sais qu'il existe un fonds pour les femmes, spécialement pour les femmes créatrices d'entreprises, qui se portent garant des prêts qu'elles peuvent éventuellement demander via une banque en particulier, qui est le Crédit Agricole. C'est le fonds d'aide à l'entrepreneuriat des femmes, quelque chose comme ça. Mais en ce moment, les banques octroient des emprunts aux entreprises. Qui est garant, à votre avis? Vous en avez peut-être déjà entendu parler aux informations si vous écoutez un petit peu les informations. Ça s'appelle des PGE. C'est des prêts d'État. Exactement, des prêts garantis par l'État. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque, elle est sûre d'être payée, puisque l'État, a priori, normalement, il honore ses dettes. Si l'entreprise, donc l'État a dit, ben voilà, plutôt que de demander la caution perso des entrepreneurs, on va mettre en danger beaucoup de monde. Et ben nous, État, on se porte garant du paiement. Voilà. Donc l'entreprise obtient un emprunt auprès de la banque et l'État est garant. Donc, si l'entreprise devait fermer, eh ben, l'État rembourserait la banque. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun texte légal qui oblige la banque à demander une garantie. C'est simplement parce qu'elle aussi cherche à se protéger. Alors, en général, au moment de la création d'entreprise, la banque octroie assez facilement un emprunt à hauteur du capital que vous avez déposé. Et ceci, en général, sans garantie. Donc, si vous constituez une SARL avec un capital de 10 000 euros et que vous demandez 10 000 euros d'emprunt à la banque, il y a de fortes chances, en tout cas c'est dans les critères, il y a de fortes chances qu'on ne vous demande pas de garantie personnelle et que le prêt soit octroyé à l'entreprise sans garantie personnelle du dirigeant. Malgré tout, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et les banquiers qui savent, puisque c'est inscrit malheureusement sur des registres, c'est inscrit sur des registres qu'une entreprise a déposé le bilan et dont vous étiez le gérant de cette entreprise, sur Infogreffe, Société.com, etc. Tout ça paraît et est officiel, d'accord? Le banquier, lui, quand vous allez créer votre entreprise, il va discuter avec vous de votre projet. Voilà, j'entends
je veux créer un magasin de distribution de produits diététiques qui serait à destination des marathoniens. D'accord? C'est un peu un phénomène de niche. Je connais plein de monde, j'ai des clients potentiels, je vais pouvoir fournir des clubs, etc., etc. Mon projet, il est top. Vous le présentez au banquier via une étude de marché, un plan de financement. Et le banquier va dire, bon, bah, ok, monsieur Quentin, il va taper sur son petit ordinateur, Quentin, et il va voir que Quentin, ça fait la troisième société qu'il crée et troisième société qui dépose le bilan. C'est pas une belle image. Et il va vous dire non. Il va dire, je veux pas de vous, monsieur, tout simplement. Alors, il n'a aucune obligation. Hein. Il n'y a pas un texte qui dit que la personne qui a déposé le bilan ne peut pas avoir accès à un compte en banque, ne peut pas avoir accès à un emprunt. Il n'y a aucun texte qui le dit. Et les politiques des banques sont différentes entre les banques. Mais le banquier, il a le droit aussi de choisir ses clients et il dit, bah non, je ne vous prêterai pas 10 000 euros, monsieur, parce que je n'ai pas confiance en vous, tout simplement. Ce n'est pas parce que je ne peux pas, c'est parce que je ne crois pas en vous. Parce que malheureusement, vous avez déposé le bilan de 3 sociétés. Alors oui, mais la banque a des fichiers et voit qu'il a déposé le bilan. Oui, c'est ça. Voilà, quelque chose qui est tombé. Oui, c'est ça. La banque consulte des fichiers. Alors, si vous avez déjà fait un emprunt et que vous n'avez pas un nouvel emprunt via l'entreprise, la banque le sait. D'accord? Ils font des recherches, ils le savent. En général, il arrive, il dit, ah bah oui, votre projet il est super, on se revoit dans une semaine, il fait l'étude et puis il voit que vous avez déjà déposé le bilan. Et malheureusement, ce n'est pas un bon point pour vous. Aujourd'hui, avant, il y avait une cotation. Alors, ça n'est plus le cas aujourd'hui. D'accord? Il y avait une cotation Banque de France. La Banque de France vous met un code. D'accord? Elle vous met le code. Alors, je sais que le XX, c'est pas d'incident, pas de problème. D'accord? Et je crois que le X0, enfin, ça fonctionne comme ça. Je ne me souviens plus très bien des codes. Mais la Banque de France, XO, oui, voilà, c'est ça. Hein, il y a ces codes-là. Mais après, je sais que je ne connais plus leur signification exacte. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de codification du chef d'entreprise qui a déposé le bilan d'une SARL. Ça n'existe plus. Simplement, pourquoi lui, il serait personnellement affecté d'un fait alors que c'est la société qui a déposé le bilan et pas lui. Lui, il n'est que le représentant. Toujours cette problématique de séparation entre la personne morale et la personne physique. Donc, depuis quelques années maintenant, hein, la Banque de France ne met plus de mauvaises cotations au chef d'entreprise qui aurait déposé le bilan d'une société qui a sa propre personnalité morale. Alors, voilà tous les enjeux. Alors, je vais juste vous demander 30 secondes, j'ai plus de batterie à mon ordinateur, il faut que je le branche. Bon, j'ai tout à disposition. Hop. Et voilà, c'est bon. Alors, la question, c'est que se passe-t-il avec les dettes impayées d'une société qui dépose le bilan, qui s'en occupe? Ce que je disais tout à l'heure, Nafissa, personne, c'est tout, elle ne peut pas payer, elle ne peut pas payer. Si le dirigeant n'a fait aucune faute et qu'il a fait simplement des mauvaises affaires, c'est tout. Les fonds, sauf les salariés, je l'ai dit, qui seront payés par un organisme particulier, mais l'État, les banques, tout le monde, s'il n'y a pas de garantie personnelle qui ont été demandées aux chefs d'entreprise, c'est tout, basta. On n'en parle plus. Je crois que Lorraine avait une question. Oui, admettons donc que on paye pas notre fournisseur et on ferme l'entreprise. Le fournisseur, il a des assurances pour ça? Il peut en avoir, effectivement. Il peut en avoir. Aujourd'hui, il existe des systèmes d'assurance, je pense à la COFAS notamment, qui ont une double casquette. D'une notation des entreprises quant à leur capacité de remboursement, des choses comme ça. Donc, on va noter les entreprises. On va dire, voilà, telle entreprise a une très bonne note. D'accord? Elle a 99 sur 100. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais eu de soucis, elle n'a jamais eu d'impayés, elle a des bons bilans, elle a beaucoup d'argent sur son compte. On sait tout, hein, d'accord? Il y a une transparence des comptes des entreprises. Elle a un gros capital, donc il n'y a aucun souci à ce que cette entreprise ne paye pas, il y a très peu de risques que l'entreprise ne paye pas ses dettes. Donc moi, je consulte le fichier de la COFAS, c'est payant évidemment, hein, et puis je dis, ah bah lui, je peux faire des affaires avec lui parce que voilà, il a une bonne note, et en plus, je peux prendre une assurance.
C'est-à-dire que je peux dire, voilà, bonjour monsieur la COFAS, est-ce que je peux faire une affaire à 10 000 euros? Est-ce que s'il ne me paye pas, vous le prendrez en charge? La COFAS l'assureur, il regarde aussi le risque qu'il prend, évidemment, et il va dire, bah oui, je vous assure sur votre affaire à 10 000 euros, et il n'y a pas de souci. Ou non, je ne vous assure pas parce que lui, il a des antécédents de mauvais payeurs. Après, moi, je prends le risque ou pas. D'accord? Excusez-moi, j'ai écouté les explications, mais en fait, je me rends compte que je n'ai pas suivi quand vous avez parlé de liquidation, tout ça. C'est pour toutes les entreprises qui sont citées là ou c'est pour certaines formes uniquement? Toutes les entreprises qui sont citées là auront le même processus dans la liquidation. Ok. Simplement, dans le paiement des dettes, certaines des entreprises, il n'y aura pas le créateur et les associés ne seront pas touchés. C'est dans le cadre d'une EIRL, dans le cadre d'une SARL, dans le cadre d'une EURL, dans le cadre d'une SAS, dans le cadre d'une SASU et dans le cadre d'une SA. Ça, tout ce que vous perdez, c'est le capital que vous avez mis au départ et vous perdez bien sûr votre entreprise, évidemment. On trouve dans le cours, ça? Dans la première partie déjà de ce qu'on vient expliqué. Oui, non, mais j'avais noté, mais quand même au niveau de la liquidation, je n'ai pas noté tout ça exactement quand même. Je suis passée avec moi, mais... Et par contre, dans l'entreprise individuelle, la première et dans la SNC, là, si l'entreprise est liquidée, eh ben, on viendra chercher sur vos biens personnels pour payer les dettes. C'est vraiment le gros enjeu de cette création de personne morale. C'est est-ce que je prends des risques ou est-ce que je ne prends pas de risques? Est-ce que je reprends des risques personnellement ou est-ce que je prends des risques sans engager mes biens personnels? Voilà tout l'enjeu de la création de la personnalité morale, tout l'enjeu aussi du capital qui est mis en place. Et ensuite, on va avancer un petit peu, d'accord? Parce qu'il est l'heure, hein, Ah oui, il est déjà bientôt l'heure. 3 minutes pour traiter, c'est pas grave. Déjà, oui, ça passe vite, hein. Mais c'est bien quand il y a des échanges, c'est beaucoup plus. Déjà, c'est mieux pour moi aussi, hein. Je vous le dis très honnêtement. Et puis pour vous aussi, je pense que c'est peut-être un petit peu mieux. Il reste 10 minutes. On avait dit qu'on se gardait peut-être 5 minutes pour rediscuter un petit peu de vos soucis, pour ceux qui en ont. Et je veux bien les entendre, c'est important aussi pour moi. On va parler de l'impôt, d'accord? Donc ici, tout à l'heure, on me disait, monsieur, c'est quoi IR et IS? L'impôt IR, c'est l'impôt sur le revenu, et IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Les entreprises ont ici un impôt spécifique et des fois le choix entre deux impôts. D'ailleurs, j'ai oublié dans la partie SASU de marquer que la SASU pouvait être aussi, hop, je vais revenir là-dessus, aussi à l'IR. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Ça revient un petit peu à se dire qui paye l'impôt. D'accord? Qui paye l'impôt des bénéfices que l'entreprise va générer? Quand c'est l'IR, c'est la personne propre qui va récupérer les bénéfices, les réintroduire dans ses revenus du foyer, et on va calculer de l'impôt sur le revenu classique sur tout le bénéfice de l'entreprise. Quand c'est l'IS, c'est l'entreprise elle-même qui va payer l'impôt, et ensuite le reste, elle le donnera à l'associé ou aux associés. Vous voyez, c'est en fait qui paye l'impôt, à quel niveau on le paye, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de la personne elle-même. Donc voilà la seule notion. Après, il y a plein de... Je suis désolée, je n'ai pas compris. Je recommence, ce n'est pas un problème. De façon très générale, qui paye l'impôt? D'accord? Qui paye l'impôt? C'est soit l'entreprise ou soit la personne qui a créé l'entreprise ou les associés. Quand c'est l'IR, ce sont les associés ou la personne qui paye l'impôt. Quand c'est l'IS, c'est l'entreprise elle-même qui paye l'impôt. Ça, c'est d'abord qui. Et ensuite, les taux ne sont pas les mêmes. On ne va pas rentrer dans le détail des taux, mais sachez qu'ils ne sont simplement pas les mêmes. De temps en temps, ils sont avantageux. De temps en temps, ils sont un peu moins avantageux. Et il n'y a pas de règle. D'accord? Alors, Aude me disait, c'est dommage qu'on n'étudie pas la CELARL. On va en parler de la CELARL, on va en parler de ces sociétés qui sont... La CELARL, c'est la SARL. Sauf que, comme je vous ai dit, la SARL est obligatoirement une entreprise commerciale. Si vous exercez une profession non commerciale, un avocat, par exemple, n'est pas un commerçant,
c'est une profession libérale, comme un médecin, comme une infirmière, etc. Vous ne pouvez pas créer une entreprise qui est commerciale puisque, pour l'exercice de votre profession, puisque votre profession n'est pas une profession commerciale. Donc, vous créez une autre entreprise qui s'appelle une CELARL, qui est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, mais qui est exactement la même que la SARL, sauf qu'elle est possible pour l'exercice d'une profession libérale. D'accord? Mais on reviendra, si vous avez des questions là-dessus, on reviendra absolument aussi sur ce type de société. Voilà ce que l'on pouvait dire au jour d'aujourd'hui, et j'espère que ça vous a apporté quelques réponses. Alors, je vous redonne la parole, mademoiselle, j'ai oublié votre nom, Maëva, je crois, qui voulait peut-être... C'est ça, c'est Maëva, hein? Oui, c'est ça. Du coup, oui, je suis du campus de Marseille et je pense pas être la seule, mais je suis assez perdue en économie-gestion. Et c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir le cours une semaine à l'avance pour que je puisse m'organiser, faire les TD, parce que, on va dire, maintenant, j'ai cerné le problème, j'ai pas le vocabulaire économique du tout. Et par exemple, hier, quand vous avez commencé votre cours, au bout de 10 minutes, j'étais perdue. Alors que là, j'ai lu le cours qu'il y avait sur NetCampus et maintenant, ça va beaucoup mieux. D'accord. Donc, je pense que vous ayez envie de vous expliquer et d'introduire le sujet, mais pour moi, c'est plus simple de le travailler de mon côté. D'accord. Dans ce sens-là, je l'entends sans aucun souci. Et je comprends votre demande. Il n'y a pas de problème. Si ça vous permet de mieux suivre le cours, si c'est dans ce sens-là, ça me paraît tout à fait légitime. Voilà, parce que ça me permet que quand vous introduisez le cours, de mieux comprendre les notions. Parce que là, par exemple, avec tous les termes à retenir, SARL, EARL et tout, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Alors, ce cours, il est quoi qu'on retrouve aussi des notions, quand on parle de bilan, un vocabulaire un peu particulier aussi qui peut vous perdre un petit peu à la fois. Mais je suis d'accord, hein, je trouve votre demande tout à fait légitime et je m'y abstiendrai sans problème. Mais aussi, vous, de votre côté, il ne faut pas hésiter quand il y a mon intervention à dire, monsieur, attendez, allez un peu plus doucement parce qu'on a du mal à comprendre ces notions-là, on ne maîtrise pas le vocabulaire, donc dès que vous allez avancer un peu plus vite en utilisant des mots qu'on ne comprend pas, évidemment, on ne va pas du tout comprendre la notion. C'est une évidence. Donc, moi, ce que je vous dirais aussi, même si effectivement je comprends votre démarche et je l'approuve même, c'est de ne pas hésiter pendant les cours. Voilà, ne pas hésiter à m'interrompre, à me dire, monsieur, est-ce que ça vous pouvez le répéter ou est-ce que vous pouvez répéter plus lentement ou en utilisant un vocabulaire un peu moins technique. D'accord? D'accord, ok. Mais pas de souci. On va faire un lexique à côté pour que ça soit plus simple. Oui, oui, mais pas de souci sur la problématique et sur ce que vous me demandez. On va donc s'arrêter là, sauf s'il y avait d'autres questions. J'ai vu que Vincent me disait je suis dans le même cas. Ok, Vincent, pas de souci à ce niveau-là. On va s'arrêter là. Donc, il faut absolument que le prochain cours, parce que c'est déjà la deuxième séance qu'on passe dessus. Alors, même si c'est super intéressant, que vous avez beaucoup de questions, il faut absolument que la prochaine, on ait tout terminé, de façon à ce qu'on puisse vraiment attaquer le TD, parce qu'il faut qu'on discute de l'auto-entrepreneur aussi. On n'en a peut-être pas discuté et c'est relativement important cette notion-là, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'ouvre beaucoup et qui peut être une possibilité aussi. Et une possibilité qui va vous éviter un certain nombre de problèmes et qui peut vous rassurer, même si de l'autre côté, l'auto-entrepreneur est une entreprise individuelle. Donc on a un risque, mais on a aussi des avantages, et ça, je reviendrai dessus lors de notre prochain cours. C'est bon pour tout le monde? Si c'est bon pour tout le monde, alors ça marche, c'est bon aussi pour moi. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!